Bonsoir. 3 personnes. Allez. Hervé, salut. Ah, j'ai vu un film aujourd'hui, hein, tu m'as dit. Ouais, j'ai vu un beau film indien. Tu étais étonné que je regarde la télé. Tu pensais que je faisais que préparer mes vidéos, m'occuper de réponses sur les sites, mais non. Je prends un peu de temps libre pour moi. Peggy, comment vas-tu? Benjamin, la Corse. Bonsoir, Mimouni de Corse. Bonsoir, la Corse. Salut Peggy, Nina Kriev, salut. Comment vas-tu? Très belle ta photo sur Facebook. Joël Haddad, salut. Elsa Seban, bonjour ma fille. On t'a attendu aujourd'hui. Martine Lamy, comment vas-tu? Dis bonjour à Elsa. Fabien, 115 personnes, comment vas-tu Fabien? Faudrait qu'on se refasse un rendez-vous un dimanche midi. Moi ça va Peggy, tout va bien, on tient le coup. Deuxième vague finie, presque finie. Les nouvelles sont bonnes. La deuxième vague, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 15 jours, était ça en train de bien baisser. Ça chute sans parachute. Tant mieux. Tant mieux. Le nouveau nombre de cas, 16 000 cas, je crois, aujourd'hui ou hier. Bon, enfin bref. Jade, ma nièce. Salut Jade. C'est Nina. Daisy Chemla, bonsoir. Comment ça va? Yael Sarah, bonsoir. « 157 personnes. On va attendre encore un petit peu. Deep Sleep, Maxime, bonsoir. J'ai vu ta sœur vendredi. Comment vas-tu? Tout se passe bien? Sobriefeld, comment ça va? Notre dentiste. Il faudrait que vous nous disiez où vous êtes installés. Voilà. Martine dit bonjour à Elsa. 178 personnes. Evelyne Zeytoun, bonsoir. Edim Zali, mon copain, comment vas-tu? Je vais parler des photos que tu m'as envoyées la semaine dernière. Je vais en parler ce soir sur le vaccin. Ce soir, on va tout dire sur le vaccin. Enfin, tout dire. Ce que l'on sait, du moins. Parce qu'ici, on ne dit que ce que l'on sait. On ne dit pas ce que l'on ne sait pas. Je donne rarement un avis. Je donne toujours... je donne des faits. Voilà. Certaines personnes me reprochent, me disent que j'avais fait des prédictions l'année dernière après la première vague, que c'était fini. C'est vrai qu'ils ont raison, me suis un peu emporté dans mon optimisme. Mais là, cette fois-ci, je dis que la deuxième vague est finie. Je me laisse pas emporter par mon optimisme. Peut-être qu'une troisième vague va arriver. Salut Nina. Nina, notre nutritionniste, rue d'Aru, dans le 8e arrondissement. Si vous avez des problèmes de poids, si vous avez des problèmes de stress... Elle peut gérer avec vous. Elle vous aidera. Maryse, comment vas-tu? Ah ouais, c'est le rendez-vous du dimanche soir. 222 personnes. Vanina, salut Vanina. Rien Tayeb, salut. Alors j'espère que tu vas nous parler du Shinzu ce soir. On va commander le Shinzu, le restaurant rue Copernic. Sobriefeld dans le 9e arrondissement. Si vous avez besoin d'un dentiste dans le 9e arrondissement. Elle nous suit depuis le début. Pierre-Élie Bembaron, salut, comment vas-tu? Ta famille va bien? Ta mère, tout va bien? Claude Delman, bonne soirée. Richard, salut, bonne soirée aussi. Glenn Cout, notre nutritionniste, qui nous fait des programmes de nutrition. Ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, tu devrais voir avec Cadeau Pro pour nous faire un post. Tonia Gemry, bonsoir, comment ça va? Tout se passe bien? Pierre Zeytoun d'Elat, comment ça se passe à Elat? Israël aussi, ça tombe. De toute façon, on est en retard de 15 jours, 3 semaines sur Israël. Ce qui se passe en Israël, ça arrive en France après. Donc Israël, ça fait 3 semaines, un mois que ça a commencé à baisser. En France, maintenant, ça commence à baisser. Donc si vous voulez savoir ce qui va se passer en France, regardez ce qui se passe en Israël. Martine Brami Seknazi, salut. Bonjour à Coco et aux enfants. Rafias Faxi.
vous éliminer le groupe quand même, n'exagérons pas, Fia. Ruben Bess, mon neveu, le frère de Jade. Mardine Benaïs, bonsoir. Claudine Bokobza. Tiens, Claudine, salut. Comment ça va? Guichiche. 281 personnes. On attend encore 2-3 minutes, puis on va commencer. Le programme ce soir, c'est essentiellement les vaccins. Sion, comment vas-tu mon ami Sion? Sion Edgar Sada, c'est le père de Rudy. C'est le père de Rudy. J'adore Sion. Et puis, c'est lui qui m'a présenté Rudy. Donc, si on est là ce soir, c'est en partie grâce à lui. Grâce à Sion, qui m'a présenté Rudy, qui a créé le groupe. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes d'ordinateur, si vous avez des problèmes d'iPhone, SOS Master, Rudy Largui, il vous réglera ça en un pot de cuillère. Eric Zagdoun, salut. Ariane Taïeb, salut. Ariane dit bonjour à Nadine, c'est bien. C'est bien, c'est une petite famille, tout ça. Tout le monde se dit bonjour les uns les autres quand ils se retrouvent le dimanche soir. Joyce connaît Paul, bonsoir. Il faut aller voir l'urologue que je vous ai conseillé, il est excellent. Si on t'adore, ouais, bah c'est bien. Pierre Zetoun, doit-on se faire vacciner? On va répondre à cette question tout à l'heure. On va voir. Ruben El Karat, salut. Le panier de la ménagère, on va en parler. Le panier de la ménagère, c'est vrai que je vais en parler parce qu'en fait, il faut retourner de temps en temps aux notions de base parce que maintenant, on est tellement en train de parler de virus, de vaccins, de traitements qu'on oublie l'essentiel, comment on oublie les choses simples, c'est-à-dire comment ranger le panier de la ménagère. Donc, je voulais faire un petit retour parce qu'on en parlait beaucoup en mars de tout ça, mais maintenant, on a un peu oublié tout ça, on fait ça un peu machinalement et il est bon de se rappeler quelques petites règles de précaution. Anne-Paul Aloum, bonsoir, comment ça va Annie-Paul? Ça va bien? 25 degrés à Eilat, c'est bien. Muriel Rosé, salut. 319, Monique Amar, bonsoir. Grosse angoisse pour Israël, pourquoi grosse angoisse pour Israël? Je sais pas. Jordan Basseilou, mon neveu, comment vas-tu? Tout va bien? Gladys Parienti, salut. Michel Sixic, comment ça va? Emmanuel Ada, salut Emmanuel, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir sur nos lignes. Vraiment, je t'ai langui Emmanuel, vraiment je t'ai langui. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, il faudrait qu'on s'appelle, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas eu. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et puis vivement qu'on se voit et qu'on puisse se toucher et s'embrasser, hein, parce qu'il y en a marre tout ça. Commence à devenir un peu lassant tout ça. Madame Colombo, bonsoir Madame Colombo. Madame Colombo, on vous passe le bonsoir. Stéphane Chemla, salut. 324 personnes, bon, on va commencer. Cadeau Pro, salut. C'est vrai qu'en télétravail, il faut que vos ordinateurs marchent bien. Jaffer Essayed, bonsoir, je suis à la Marsa. Bonjour la Marsa, comment ça va Tunis? Je viens dans 15 jours à Tunis. Je serai en résidence. On va venir pèleriner un peu. On a besoin de se ressourcer un peu. Raphaël Namer, salut. Valérie Dominos, bonsoir. Bon, 342 personnes, on va peut-être commencer. Alors, ce soir, donc, vous savez, on va parler de plusieurs choses. Et on se parle demain, d'accord, Emmanuel? Ok. Donc, vous savez, ce soir, on va parler de plusieurs choses. Alors, d'abord, je voulais pas commencer directement par les vaccins, parce que les vaccins, Lucille Dana, ma cousine. Salut, Lucille. Comment vas-tu? Micheline Kayat. Comment vas-tu, Micheline Kayat? Tout va bien? Olivier Co. Bonsoir de Tunis. Bonsoir. Salut Tunis. Robert Ganem, bonsoir. Ils sont revenus dardard de Grèce, les copains, hein. J'ai eu Cathy au téléphone avec Pilou, ils sont revenus dardard. Bon, allez, on va commencer, parce que sinon on s'arrêtera pas. Toulon, salut Toulon. Salut Toulon. Sympathique Toulon, j'aime bien cette ville.
Alfred Gage, Marseille. Si vous avez un problème de médecine générale à Marseille, c'est Alfred Gage qu'il faut voir, tous nos amis marseillais. Voilà un excellent médecin. Vous savez que on vous a fait une vidéo avec un médecin qui s'appelle Yaïch, Michael Yaïch, qui est installé à Aubervilliers. Et ben cette vidéo, j'ai eu beaucoup de gens du groupe qui sont partis le consulter après. Et ça m'a fait plaisir, mais parce que c'est un excellent médecin. Les gens qu'on vous présente ici sont excellents. C'est pas de deuxième gamme, hein. Et donc, Alfred Gage à Marseille, si vous avez un problème médical, si vous cherchez un bon médecin traitant, et ben voilà, choisissez-le, vous ne serez pas déçus. Alors bon, on va commencer par quelque chose avant de commencer à parler des vaccins, je voulais vous parler de la fatigue. La fatigue, c'est quelque chose dont on a du mal à évaluer les choses, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais c'est quelque chose qui est très 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 fréquent après les Covid. C'est-à-dire que pour les patients qui ont guéri du Covid, et ils vont souvent se plaindre de fatigue. Et c'est quelque chose de, mais tu es fatigué, mais c'est quoi ce fatigue et tout ça. Et les gens, ils tiennent pas compte de ça. C'est-à-dire que quand vous dites à votre conjoint, votre conjointe, je suis fatigué, mais c'est assez vague comme idée. Il faut savoir que le Covid, c'est une grande source de fatigue. C'est-à-dire quand les gens qui ont eu le Covid et qui ont guéri vous disent je suis fatigué, il faut les croire. Il faut les comprendre, il faut les croire. C'est pas une vue de l'esprit, c'est de la vraie fatigue. Les gens sont vraiment fatigués. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette fatigue, elle ne dépend pas de l'importance de la forme que vous avez fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait des formes graves et des gens qui ont fait des formes mineures, ils peuvent avoir la même fatigue. Et ces gens, c'est-à-dire que dans les études qui ont été réalisées aux États-Unis, c'est-à-dire que pour mesurer la fatigue, parce que c'est pas facile de mesurer la fatigue, il y a une échelle, ce qu'on appelle l'échelle de fatigue du Shalder, qui a été créée par l'équipe de King George College à Londres, par Trudy Shalder, d'où le nom de l'échelle de fatigue de Shalder. Et on s'est aperçu, quand on posait des questions, ils ont fait un questionnaire sur 128 participants qui avaient eu le Covid, et sur ces 128 participants, 52,3% étaient atteints de fatigue. Mais objectivement, parce que c'est une étude médicale, et c'est une échelle médicale, donc là vraiment on peut mesurer l'échelle de la fatigue, et 52% des gens qui ont guéri du Covid présentent à 10 semaines, donc 2 mois et demi après, les gens sont toujours fatigués. Et donc, il faut croire ces gens. Et cette fatigue ne dépend ni de l'intensité de la forme qu'ils ont eue, parce qu'on peut dire, mais tu as une forme minime, tu as juste perdu le goût, l'odorat, comment tu es fatigué comme ça? Eh ben oui, ça ne dépend pas seulement de la forme qu'ils ont eue, ça ne dépend même pas des résultats biologiques. C'est-à-dire que des fois, on a une forme, on fait une prise de sang, on trouve des résultats normaux. Ben il n'y a aucun marqueur biologique qui peut donner le niveau de la fatigue qu'on va avoir, et malgré tout, ces gens sont très fatigués 10 semaines après. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte, c'est quelque chose dont je voulais parler, parce que la fatigue, c'est quelque chose d'abstrait, et ben les études ont été faites avec des échelles objectives, et les gens sont fatigués. Donc quand les gens vous diront « je suis fatigué », il faut les croire. Il faut pas, et malheureusement, c'est imprévisible, cette fatigue, et elle touche quand même 52,3% des cas, donc ça touche quand même un patient sur 2. Et ce qui est important, c'est que cette fatigue va avoir une répercussion après sur le travail. Parce que ces gens qui sont fatigués, quand ils vont reprendre le travail, ça va se ressentir sur leur travail. Ils ne reprendront pas une activité normale, tout à fait normale dès le début. Et il faudra que les employeurs, il faudra que les systèmes sociaux, les assurances, la Sécu tiennent compte de ça. Et tiennent compte de cette fatigue, parce que ça va être un vrai problème dans le futur, parce que le nombre de cas de Covid est énorme, et si cette fatigue se généralise un peu dans la population, ça va être un grand problème économique dans les mois oui, dans les mois à venir, pas dans les années, puisque c'est en principe, on va pas être fatigué tout le temps. Mais donc, c'est quelque chose dont il faut tenir, et donc, dans la société, on va tenir dans les mois qui viennent. C'est pour ça que je voulais commencer par parler de ça, parce que je voulais vous sensibiliser sur la fatigue. Parce que la fatigue, c'est souvent abstrait. Et là, on a mis de manière concrète et objective un niveau de fatigue. On a vu que ça existait. On a vu que ça pouvait avoir des répercussions professionnelles. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Quand vous avez des gens qui se plaignent de fatigue, entendez-les. Ne passez pas outre, parce que c'est quelque chose qui peut être assez embêtant. Alors, on arrive donc au sujet de cette journée, de cette soirée. Alors, c'est quoi le sujet? C'est les vaccins.
Je vous avais dit que c'était les vaccins parce que, si vous voulez, maintenant, tout le monde parle de ça et tout le monde est heureux ou inquiet de ces nouvelles. Et moi, je vous dis franchement, j'en suis heureux. Voilà. Donc moi, le fait qu'il va sortir des vaccins, vous savez que je n'ai toujours pas eu le Covid. Vous savez que je suis quelqu'un à risque. Et donc, pour moi, qui est toujours en train de naviguer, de prendre des précautions et tout ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, ce vaccin. Et je vais vous... Alors, pourquoi ce vaccin, c'est une bonne nouvelle? Pourquoi ce vaccin est indispensable? Ce vaccin est indispensable parce que si on veut obtenir une immunité collective, c'est-à-dire qu'on ait 50% de la population, par exemple en France, si on prend le cas de la France, si on veut que 50% de la population soit positive en même temps pour que le virus ne puisse plus se reproduire, il n'y a qu'un vaccin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a 15, 10, 15%, peut-être que dans Paris intramuros, il y a un peu plus, ce qui explique que le virus se tombe plus vite. Mais d'une manière générale, en France, les épidémiologues estiment qu'on a une immunité de l'ordre de 10%. Combien de temps faudrait-il attendre pour qu'on arrive à 50%? Mais il faudrait attendre des années. Donc, qu'est-ce qui peut nous sauver? Soit que le vaccin disparaisse, ce qui est une possibilité, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, comme pour la grippe espagnole, soit alors que le vaccin marche. Et que si on trouve un vaccin, on puisse vacciner suffisamment de gens dans un laps de temps court pour que ces gens-là puissent obtenir en même temps une immunité et bloquer l'évolution du vaccin, du virus. Donc c'est pour ça que ce vaccin est indispensable. C'est pour ça que ce vaccin est la seule issue, sauf si on se remet au fait que le virus disparaisse, mais sinon c'est la seule issue, c'est le vaccin. C'est pour ça que c'est très important, est-ce que je vous en parle ce soir. Pour quand, d'après vous, à quand ce vaccin sera présent? Moi, je pense qu'en France, vous savez que Trump l'a dit hier ou aujourd'hui, qu'il est pensé commencer à vacciner les Américains le 15 décembre. Je pense qu'il a raison, il va commencer à vacciner ces Américains le 15 décembre. Mais nous, en France, moi, je pense qu'on aura ce vaccin en France pour le premier trimestre 2021. Je pense qu'on ne l'aura malheureusement pas avant, et on risque d'avoir une troisième vague avant. Donc, la deuxième vague va finir, la troisième vague sera sûrement moins importante, ou j'espère moins importante que la deuxième, mais d'ici là, on peut quand même avoir la troisième vague avant d'avoir eu la vaccination générale. Quel vaccin on aura? Je vous le dirai tout à l'heure. Alors, qui pourra se faire vacciner? Ben, tout le monde. Qui va se faire vacciner? Tout le monde. Alors, au début, on va vacciner qui? Les soignants, en premier, les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les personnes âgées. Puis après, on va vacciner qui? Ben, tout le monde. Qu'on ait eu le Covid ou qu'on ne l'ait pas eu, vous serez vacciné. On va vacciner tout le monde. Le but est de vacciner le maximum de personnes. Donc qui va être vacciné? Même les Covid longs. J'ai certains Covid longs qui posent la question, et nous on sera vaccinés. Bien sûr, vous serez vaccinés. Tout le monde sera vacciné, puisque l'on ne connaît pas, la durée des anticorps. Il y a toujours un doute sur cette histoire des anticorps. Vous voyez bien qu'il y a quelques cas de réinfectation depuis le mois de mars et jusqu'à maintenant, on a des nouveaux cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas très bien combien de temps. Donc on ne peut pas compter sur le fait que vous avez été positif ou pas positif. Tout le monde va être vacciné. Donc pourquoi vous allez être vaccinés? Pour qu'on ait tous en même temps une immunité collective. Quel que soit le vaccin qui sera utilisé, ou que vous serez utilisé, son but sera d'augmenter pour vous les anticorps et de les maintenir stables suffisamment longtemps pour que tout le monde puisse obtenir l'immunité collective. Donc c'est très important ce vaccin. Alors maintenant, je vais vous décrire un peu quels sont les vaccins qui vont être sur le marché à partir des mois à venir. Vous en avez une multitude. Vous en avez une multitude qui vont arriver. Le but de ces vaccins, c'est que vous créez des anticorps contre la protéine S. La protéine S est une protéine du virus. C'est celle qui permet de se fixer sur les cellules humaines par les récepteurs ACE et de rentrer dans la cellule humaine. Donc le but, c'est de faire des anticorps contre cette protéine S
pour que quand le virus rentre, vos anticorps aillent bloquer cette protéine S qui ne pourra plus se fixer sur les récepteurs ACE de la cellule et ne pourra plus rentrer dans la cellule. Tous les vaccins que je vais vous décrire fabriqueront ce genre d'anticorps. Tous. Alors, qu'en est-il de tous ces vaccins? Vous savez que pour valider un vaccin, d'habitude, il faut de très nombreuses années. Au moins 2 ans de recul. Dans le cas présent, nous n'avons pas le temps d'attendre 2 ans. C'est pour ça que l'OMS a fait une procédure d'évaluation et d'homologation d'urgence des vaccins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'OMS a rendu des médicaments, des vaccins ou des produits de diagnostic, les a validés plus rapidement que d'habitude et les a rendus disponibles beaucoup plus vite que ce qu'elle fait d'habitude. C'est la situation d'urgence qui a fait ça. Quand elle valide les tests antigéniques, vous avez vu l'intérêt des tests antigéniques. Moi, je suis persuadé que ces tests antigéniques ont été pour beaucoup dans la chute de la deuxième vague. On a détecté des milliers de gens rapidement, on les a isolés, ça a évité les catastrophes. Donc l'OMS, pour les vaccins, elle a fait la même chose, une évaluation, une procédure d'évaluation et d'homologation rapide pour ces vaccins. Donc l'OMS va valider plusieurs vaccins. Après, au sein de chaque pays, il y a un panel d'experts qui va se réunir et qui va décider que tel vaccin est préférable à celui-ci, que ce mode d'action est plus sécurisant qu'un autre, que celui-ci sera mieux pour les personnes âgées, qui ont moins d'immunité, que celui-là sera mieux pour les jeunes. C'est un panel d'experts qui fera, pays par pays. Nous aurons à notre disposition une quinzaine de vaccins. Dans un premier temps, c'est le gouvernement qui va donner le vaccin à suivre. Puis après, quand plusieurs vaccins seront sur le marché et que les effets seront mieux connus, je pense qu'on aura le choix nous-mêmes entre plusieurs vaccins et qu'on aura une concurrence entre les vaccins qui se feront. Mais pour l'instant, je pense que dans un premier temps, c'est le gouvernement, c'est un panel d'experts. Bien sûr, le gouvernement, lui, n'est pas capable de décider tel ou tel vaccin, il n'y comprend rien. Il va charger un panel d'experts, peut-être le comité scientifique, peut-être un autre comité, d'évaluer les vaccins et de choisir le vaccin pour lequel il est tenu, il préfère commencer la vaccination, quitte à prendre le relais après par d'autres vaccins. Donc au début, il n'y en aura qu'un, puis il y aura une espèce de compétition entre les vaccins. Alors, ça c'est pour ce qui est des vaccins. Donc chaque pays va décider quel est le vaccin qui va être... En sachant quand même que les laboratoires, puisqu'ils ont eu une procédure d'introduction d'urgence des vaccins, seront tenus de donner au fur et à mesure du temps qui passe les résultats qu'ils obtiennent avec ce vaccin. C'est-à-dire, ce n'est pas une homologation, c'est une procédure d'urgence, mais c'est peut-être pas une homologation définitive. C'est à la fois rassurant et pas rassurant. C'est-à-dire que si au bout d'un an on s'aperçoit de catastrophe, c'est une catastrophe. Mais sinon, les laboratoires seront obligés de coopérer avec ces comités d'experts pour faire remonter les chiffres et les résultats qu'ils obtiennent. Donc en fait, cette procédure de mise sur le marché sera tout le temps confrontée avec les données du laboratoire. Donc il y aura quand même une certaine sécurité qui se fera, parce que les laboratoires seront tenus de donner leurs résultats et voir l'efficacité de ce vaccin. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs l'efficacité des vaccins? Parce que vous avez entendu le laboratoire, je ne sais pas qui, Moderna, là, ou je sais pas qui. Oui, Moderna, elle a dit on a 94% de résultats positifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le laboratoire Moderna a pris 30 000 volontaires. Il a mis 15 000 avec le vaccin et 15 000 sans le vaccin.
Et il a regardé qui a développé le Covid-19. Sur ces 30 000 cobayes, entre guillemets, il y a eu 95 cas de Covid développés. Sur ces 95 cas de Covid développés, 90 appartiennent au groupe placebo et 5 seulement appartiennent au groupe vacciné. Ce qui fait que quand vous prenez la proportion, l'efficacité du vaccin est à 94,5%. C'est-à-dire que quand vous vous vaccinez par ce vaccin Moderna, on reviendra dessus de toute façon, vous avez 94% de chances de plus de ne pas l'avoir. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est un effet quand même, c'est des résultats magnifiques et je voudrais féliciter la science pour ça. Comment un vaccin, souvenez-vous, le professeur Raoult, mais ça n'a jamais existé, les vaccins contre les coronavirus. Je l'ai vu, je l'ai entendu, Raoult, j'ai beaucoup d'estime pour lui, je l'ai rarement critiqué. Mais sur ça, ça veut dire quoi? C'est pas lui qui se trompait, c'est que les scientifiques et les chercheurs ont été magnifiques, ils ont été très forts, plus forts que ce qu'on pouvait croire. Même un épidémiologiste, un infectiologue comme lui ne pouvait pas s'imaginer que les chercheurs allaient trouver en l'espace de 1 an et demi la possibilité de faire les vaccins. Et c'est pas un chercheur, c'est 15 laboratoires. C'est vrai qu'il y a eu des milliards de dollars mis en jeu dans tous les pays. Ça a été des sommes, des flux d'argent qui ont été déversés dans les laboratoires. Eh ben, ils ont réussi. Donc, je voudrais les féliciter. Je voudrais profiter de cette vidéo pour féliciter tous ces chercheurs. Ils ont été innovants. Ils ont été magnifiques parce que vous allez voir, je vais vous décrire les vaccins. Il y a beaucoup d'innovations scientifiques. Ils ont réussi l'impossible. Ils ont réussi. Et les gens disent, je ne veux pas me faire vacciner. Mais vous serez obligés d'être vaccinés parce que quand vous allez voir les gens courir, se faire vacciner, vous allez dire, moi, je vais rester seul dans mon coin, attraper le Covid et mourir. Moi, le premier, j'irai. Moi, je vous le dis, j'irai le premier me faire vacciner. Je le ferai vacciner. Et comme pour la grippe aviaire, il y a 15 ans ou 10 ans, j'étais volontaire pour vacciner les gens dans les gymnases. Et ben, si ça devait se reproduire, je serai de nouveau volontaire. Vous me verrez avec le truc de la Croix-Rouge. Et je vaccinerai les gens dans le vestiaire. Parce que je crois, moi, à ce vaccin. Et je suis sûr que ce vaccin nous fera le plus grand bien. Et n'écoutez pas tous ces complotistes. Moi, je les vois dans les groupes et les types. Et vous comprenez, me dites, vous n'êtes qu'un ORL. Vous comprenez rien au virus, vous comprenez rien à rien. Mais bien sûr, je comprends rien à rien. Mais en tout cas, je suis quand même là et j'essaye de me renseigner, j'essaye de lire. Ce que je vous dis c'est pas mon impression, mon idée. C'est ce que je lis, ce que je vois. Tout ce que je vous dis, c'est des résultats de scientifiques. Je n'ai jamais donné mon avis personnel et je vous le donnerai jamais. Mais là, je vois que ce qui est fait par les scientifiques, je pense que je vais me faire vacciner et j'en suis persuadé. Et je vais vous dire, hier j'ai déjeuné avec 4 autres médecins. Les 5 médecins que nous étions, tous d'accord qu'il fallait se faire vacciner. Je veux bien qu'on soit 5 débiles, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc pour nous médecins, en tout cas, nous irons nous faire vacciner. Pour les médecins de base, en tout cas. Alors, maintenant, on va parler comment sont faits ces vaccins et pourquoi les gens ont peur. Et qu'est-ce qui se dit autour d'eux? D'abord, il faut savoir qu'il y a des vaccins qui vont être comme les autres vaccins. C'est-à-dire, ce sont des virus inactivés. Vous savez que depuis la nuit des temps, tous les vaccins ont été faits à partir de virus inactivés. C'est-à-dire, on prend le virus, on le modifie chimiquement, on l'atténue, on le rend moins pathogène, et on injecte aux individus, on injecte aux patients, qui va faire des anticorps contre ce virus. Donc, ce virus va après rentrer dans ce vaccin va entrer dans le corps va sécréter des anticorps contre le virus. Voilà. Donc ça, c'est la première forme de vaccin qui va apparaître. Donc ça, c'est un vaccin dont on connaît. C'est quelque chose de classique. Et je vois pas de quoi on devrait avoir peur de ce vaccin. Certains ont peur des adjuvants, parce que pour augmenter la réponse immunitaire, on peut stimuler la réponse immunitaire avec des adjuvants. Vous savez que comme c'est un virus inactivé, on peut stimuler la réponse, et donc il y a des adjuvants. Certains vous diront, il y a des adjuvants, l'aluminium qui peut être toxique. Bon,
tout ça, à mon avis, ne tient pas la route. Et donc, voilà le truc. Voilà le. Alors, quels sont les laboratoires qui font ce vaccin qui est assez classique et qui est vraiment connu? Alors, le premier laboratoire, alors ça, je remercie, c'est les photos que m'a envoyé Edim Zali la semaine dernière. C'est Sinopharm. Sinopharm, c'est un laboratoire chinois. Il y aura 2 doses à administrer. 45 000 personnes ont été déjà vaccinées. Le début de la phase 3, donc vous savez, je vous avais expliqué que dans le virus, il y a 3 phases, que dans le vaccin, il y a 3 phases, la phase animale, la phase 0, la phase 2 et la phase 3. La phase 3, c'est sur une large population, donc 45 000 patients. Depuis le 16 juillet, quand même, c'est fait. Quels sont les pays qui ont déjà essayé? Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Argentine et le Pérou. Combien pourront-ils produire par an de doses? 220 millions de doses par an. Donc ça, c'est le premier vaccin chinois. Le deuxième vaccin, c'est le Sinovac. Chinois aussi. 2 doses aussi. 13 000 personnes ont été testées, ont été piquées. Le début de la phase 3, 21 juillet. Donc vous voyez quand même, on a quand même beaucoup de recul maintenant. Quels sont les pays qui ont été testés? Le Brésil, l'Indonésie, la Turquie et la Chine. Estimation 300 millions de doses par an. Vous voyez, on n'y est pas encore. Hein. Pour le monde entier, 2 milliards d'habitants, on est pour l'instant bien loin. Le troisième vaccin, donc c'est toujours les vaccins à virus atténué, c'est le Sinopharm, chinois, de Wuhan. Wuhan, vous savez, Wuhan, c'est là où serait née l'épidémie. En fait, maintenant, on n'est pas sûr. On pense que l'épidémie est née en Italie et que c'est les Chinois qui habitent l'Italie qui ont amené le virus en Chine. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de faire là-dessus parce qu'on a trouvé dans les cadavres italiens qui ont été réétudiés, notamment les patients qui sont morts de cancer en octobre 2019 en Italie. Quand on a refait les études de leurs cellules, on a retrouvé du virus, du coronavirus 19. Et donc, on se demande si le virus n'est pas né en Italie plutôt que d'être né en Chine. Bon, tout ça est encore à montrer. Donc, ce Sinopharm, 45 000 personnes ont été testées, toujours un virus atténué. 16 juillet, les études ont commencé. Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Argentine et le Pérou. Le vaccin Novavax, le vaccin Novavax, alors il est un peu différent, on va revenir dessus, c'est un vaccin américain, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est pas tout à fait un vaccin atténué, vous verrez, je reparlerai. Et puis il y a un vaccin indien. Vous voyez, les Indiens, ils font pas de bruit, mais ils sont bons, même dans le cinéma et même dans le vaccin. Donc le vaccin Bharat indien, 2 doses aussi administrées, 26 000 personnes ont déjà été vaccinées. Le début de la phase 3, 23 octobre, ça fait déjà 1 mois. Et lui, il sera mis en marche le premier trimestre 2021. Le vaccin chinois au premier trimestre 2021. C'est pour ça que je pense, moi, que depuis 20 juillet, le vaccin chinois est en route. Depuis juillet, le vaccin chinois est fait. Donc, vous voyez que les vaccins, type vaccin... Donc, vous voyez que les vaccins qui sont des vaccins atténués sont pour très bientôt en France. Parce que aussi bien les vaccins chinois qui sont déjà sur le marché que ce vaccin indien qui est pour le premier trimestre 2021, c'est demain. Donc ça, c'était pour le premier vaccin. Donc c'était quoi ces premiers types de vaccins? C'est des vaccins qui sont des virus atténués. Donc c'est les mêmes vaccins que nous faisons depuis des années et des années. Alors, les vaccins ADN et les vaccins ARN, c'est cela qui pose problème et que les gens disent on va changer le génome, on va changer... Il n'y aura pas de modification de génome humain. Vous savez que le génome humain, c'est la cellule, c'est le noyau cellulaire.
Pour changer la génome, c'est la génétique de quelqu'un, et transformer la génétique de quelqu'un, c'est-à-dire la modification de la duplication d'une cellule, c'est-à-dire qu'une cellule, quand vous avez une cellule du corps humain, son devenir, c'est de se diviser par deux, puis par deux, puis par deux. Pour modifier ce devenir génétique, c'est à partir du noyau. Or, dans ces vaccins à ARN ou ADN, on rentre pas dans le noyau. C'est-à-dire qu'il y a une cellule, c'est un rond, il y a un noyau au milieu, et on appelle le cytoplasme entre c'est le liquide ambiant, où il y a le noyau et c'est fermé par l'enveloppe. Ce virus d'ARN va rester dans le cytoplasme. Il ne va pas rentrer dans le noyau, donc ne vous croyez pas qu'il va y avoir des modifications génétiques, que vous allez faire des cogolas ou des chauves-souris. Pas du tout, ça va rester dans le cytoplasme, ça développera dans le cytoplasme, ça fera un effet sur le cytoplasme. Ça va pas rentrer dans les cellules, dans le noyau. On va pas changer de votre génétique. Vous allez pas passer d'homme à autre chose, ou de femme à autre chose. Ce sont des vaccins, vous savez, c'est une recherche énorme. C'est 10 ans de recherche. Tout ça a pu être fait parce que derrière tout ça, il y a 10 ans de recherche. Ces laboratoires qui ont sorti ces vaccins Pfizer et Novartis, c'est 10 ans de recherche derrière. C'est Moderna, c'est pas d'hier, c'est pas arrivé comme ça les vaccins. Tiens, on va faire un vaccin, on met de l'ARN. Non, c'est 10 ans de réflexion, c'est 10 ans de travail et c'est arrivé au bon moment, c'est vrai. Voilà. C'est comme ça, la vie, hein. Des fois, c'est le bon choix au bon moment et c'est comme ça. C'est ce qu'il fallait. Alors, c'est quoi ce vaccin ARN? C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter un virus et que vous allez fabriquer des anticorps contre le virus atténué, on vous injecte un bout d'ARN. Un ARN, c'est un petit bout de protéines qui sont capables de fabriquer quelque chose dans la cellule humaine. On vous injecte un bout d'ARN. Elle rentre dans votre cytoplasme. Que fait votre cytoplasme? À partir de ce bout d'ARN, il va transcrire la fameuse protéine S. Vous savez, celle dont je vous parlais qui vous permet de rentrer dans la cellule humaine. Donc, cette protéine S que votre corps va fabriquer, elle va le rejeter de la cellule, passer dans le sang, et donc vous allez reconnaître ça comme étranger, et vous allez fabriquer des anticorps contre cette protéine S. En fait, vous êtes votre propre fabricant de virus. On vous injecte un code. Ce code vous permet de fabriquer l'antigène, la protéine S. Et une fois qu'elle est fabriquée, vos anticorps ils vont dire « Tiens, on ne la reconnaît pas, c'est quoi ?» Et hop, on fabrique des anticorps contre cette antigène. Donc c'est un effet par ricochet, ce vaccin. Ce n'est pas un effet direct comme le vaccin, comme l'autre vaccin, où on vous injectait un virus mort et vous fabriquez des anticorps. Non. Là, on vous donne un code, on vous injecte de l'ARN, c'est comme un code, comme une transcription. Dans le cytoplasme, votre organisme le traduit, fabrique un antigène, la fameuse protéine S, qui sera réjectée. Les anticorps vont être fabriqués contre cette protéine S. Et si un jour le Covid rentre en vous, qu'est-ce qui se passe? Paf, il bloque la protéine S. Et à ce moment-là, il ne pourra pas rentrer dans la cellule humaine. Voilà le principe de cette... je ne sais pas si c'est clair, si vous avez bien compris, mais le principe, c'est ça le principe. Donc ça ne va pas changer le génome, ça ne va pas du tout changer, ce n'est pas... C'est votre organisme qui deviendra une fabrique à virus, à vaccin, à anticorps. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, quels sont les vaccins? Vous les connaissez, les vaccins qui marchent comme ça. C'est ceux dont on a le plus parlé, puisque c'est les vaccins américains. Alors, je remercie encore Edim Zani pour ses photos. Alors, le premier vaccin, c'est le Pfizer, celui dont on a entendu le plus parler, avec BioNTech, l'allemand. Il y a lui aussi 2 doses à administrer. 44 000 patients ont été injectés. Le début de la phase 3, c'est le 27 juillet, donc août, septembre, octobre, novembre, c'est pratiquement 4 mois. Et il a été testé aux États-Unis, Argentine, Brésil, Allemagne, Afrique du Sud, Turquie. Et son mise sur le marché est prévue pour fin 2020.
Quelle est la capacité de production? 50 millions de doses d'ici la fin de 2020, donc vous voyez, c'est assez faible. Par contre, d'ici la fin de 2021, 1,3 milliard de doses. Et il a signé un accord avec l'Union européenne. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin Moderna. Moderna, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est le deuxième vaccin ARN, 2 doses à administrer. 30 000 patients, c'est ce que je vous ai dit. Les tests ont commencé, les vaccinations ont commencé le 27 juillet, et il sera prêt pour dans 2 mois. Et eux, ce seront capables d'avoir entre 500 millions et 1 milliard de doses d'ici par an d'ici 2021. Et les accords ne sont pas encore signés avec l'Union européenne. Donc voilà pour ce qui est des virus, des vaccins à ARN. Donc vous voyez que ces vaccins à ARN, c'est pas dangereux. Il faut pas en faire toute une affaire d'État. Tout ça est quand même sous contrôle. Vous savez, les États-Unis, la FDA, tout ça, il y a trop de risques pour que les laboratoires s'amusent à commencer avec n'importe quoi. Le troisième vaccin, c'est les protéines virales. C'est quoi les protéines virales? C'est-à-dire que là, au lieu d'injecter tout le virus de manière atténuée, on va injecter seulement la protéine S. C'est-à-dire qu'on va injecter cette forme de protéines qui ont été isolées en laboratoire et vont être injectées dans le corps pour faire réagir comme étant des molécules étrangères. Et le système immunitaire va être capable de se défendre et va fabriquer des anticorps. Et si ce fameux virus arrive avec sa protéine S, eh ben, ils vont bloquer la protéine S et empêcheront de rentrer dans le corps humain. Donc ça, c'est à peu près le même vaccin que le premier, sauf qu'ils n'injectent pas tout le virus, mais n'injectent que un bout de protéine qui va vous permettre de faire des anticorps et de réagir. Ça, ce genre de vaccin, c'est quelque chose qui est assez connu, puisque c'est des vaccins qu'on a fait, par exemple, pour l'hépatite B, pour le papillomavirus. Donc ce mode d'action de vaccin, c'est assez connu, et c'est fait maintenant depuis des années. Le seul problème de ces vaccins, c'est que l'injection de ces protéines peut ne pas engendrer une réponse suffisante en intensité. Ça peut être un peu insuffisant. Et donc, on est obligé, comme pour les premiers, d'ajouter des adjuvants, c'est-à-dire des produits comme l'aluminium, pour augmenter la réaction face au virus. Et le deuxième inconvénient, il ne faut pas que le virus mute. Parce que si le virus mute sur cette protéine, comme on n'a injecté que la protéine, ça paraît un peu plus embêtant. Alors, qui a ces vaccins? C'est Sanofi et Glaxo. Voilà, Glaxo, c'est Sanofi, c'est français, et Glaxo, c'est les Anglais. Voilà. Donc ça, c'est pour les vaccins. Donc c'est la troisième type de vaccin, c'est les vaccins où on injecte seulement la protéine S. Et enfin, les derniers vaccins, c'est les vaccins à vecteurs viraux. Donc on a vu que les virus atténués, on a vu les vaccins à ARN, on a vu les vaccins où on injecte seulement une protéine S, et maintenant on va voir les vaccins à vecteurs viraux. C'est quoi le vaccin à vecteurs viraux? Ce sont des vaccins qui, au lieu d'envoyer l'ARN tout seul, ils prennent un transporteur, c'est-à-dire c'est un virus atténué, qui n'est pas le coronavirus, mais un autre virus, un virus accompagnant. Et ce virus atténué, on lui met dedans l'ARN, et c'est ce virus atténué qui va transporter l'ARN dans vos cellules. Donc en fait, c'est le même principe que le virus ARN, sauf qu'au lieu que ce soit qu'on injecte directement le brin d'ARN, on injecte le brin d'ARN qui est contenu dans une cellule porteuse, comme un transporteur en fait. Alors, quel est le laboratoire qui fait le plus, qui utilise ces techniques? C'est Johnson & Johnson. Vous savez, c'est un géant mondial, c'est un des leaders mondiaux dans la vaccination. C'est lui qui a permis le vaccin d'Ebola en 2016, je crois. C'est lui qui a le meilleur développement en cours sur le VIH et celui qui a le meilleur développement pour Zika. Donc voilà, ça c'est le dernier vaccin. Donc
si on voit... Alors, il n'y a pas que Johnson Johnson, il y a aussi un laboratoire chinois qui fait ça avec un vecteur, un vaccin à ARN avec un vecteur. Lui, il a commencé le 11 septembre. Il y a eu 40 000 personnes vaccinées et ils sont capables de faire... Il n'y a qu'une seule dose administrée, ça c'est important, et ils sont capables de faire 100 millions. Le deuxième vaccin qui utilise ce mode de transporteur, c'est le Gemalaya Research Institute, c'est la Russie. Je vous ai toujours dit que cette Gemalaya Research Institute, c'est un énorme institut de recherche en Russie. C'est d'un énorme niveau. Faut pas croire que les Russes, vous savez, les Russes, c'est de grands scientifiques. Moi, je vous l'ai déjà dit, je vais souvent au congrès, je vais 2 fois par an au congrès en Russie. Et ce sont vraiment des scientifiques. Ils sont pas très pratiques, mais ils sont très scientifiques. Ils ont un mode de réflexion dans le scientifique. Ils aiment bien tout ce qui est études, analyses, tout ça. Ils sont pas très pratiques, mais très scientifiques. Et donc, les voilà. Ils ont arrivé, ils ont commencé le 7 septembre. Alors, les gens rigolent. Poutine. Mais non, et ça peut être bon. 40 000 personnes ont déjà été vaccinées, 2 doses administrées. Ils peuvent faire 500 millions de doses. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, ce vaccin russe, moi, j'y crois. Bon, on verra. En tout cas, si les Français vont le sélectionner ou non, je vous ai dit que ce sont les experts qui choisiront. Ce ne sera pas nous, malheureusement. Ce sont les experts qui, au début, choisiront. Peut-être que nous, dans un deuxième temps, choisirons. Et donc, Johnson Johnson, donc je vous ai dit, ils ont commencé les tests le 7 septembre. Ils ont vacciné pour l'instant 60 000 personnes. Il y a 1 ou 2 doses à administrer. Et donc, premier trimestre 2021 aux États-Unis. Et 1 milliard de doses d'ici la fin. Donc Johnson Johnson, c'est du lourd. Hein. AstraZeneca, britannique, 2 doses, 30 000 personnes déjà vaccinées. Donc les Britanniques, pas mal. 28 août, les premiers vaccins. Et eux, c'est les Royaume-Uni, le Brésil, l'Inde, les États-Unis, le Pérou. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les vaccins. Donc, je vous ai donné les différentes formes d'action des vaccins. Je vous ai donné les laps de temps quand c'est qu'ils vont arriver ou pas arriver. Ce que je voulais vous dire, c'est que la recherche, c'est vrai, a été très rapide, qu'il y a eu une homologation très rapide. Mais vous savez, on dit qu'il y a eu une homologation très rapide, mais vous savez, souvenez-vous pour Ebola. Si pour Ebola, on n'avait pas eu une évaluation d'homologation d'urgence de son vaccin, ça aurait été une catastrophe. Rappelez-vous, entre 2014 et 2016, quand il y a eu la flambée de la maladie à virus d'Ebola en Afrique de l'Ouest, c'était une catastrophe. Ça, avec Ebola, ça tuait tous ceux il y avait 100% de morts à Ebola, hein. C'était pas très contagieux, mais quand vous l'aviez, c'était la mort. Donc, il y a eu par l'OMS aussi une évaluation, une homologation d'urgence du vaccin de Johnson Johnson. Et ben ça a bloqué l'épidémie et ça a sauvé des millions de gens. Je ne sais pas quelle était l'ampleur de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, mais pour vous dire que cette procédure de l'homologation d'urgence a déjà été faite avec succès pour le virus Ebola et ça a été un grand succès pour l'épidémie. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des virus, leurs différents modes d'action, quand c'est qu'ils seront mis sur le marché. De toute façon, chaque pays il y a un panel d'experts qui choisira, puis après, les experts vont pouvoir, une fois que les experts auront choisi, vous pourrez faire ou non vous pourrez choisir vous-même le vaccin que vous voudrez, une fois que vous en aurez 4 ou 5 à votre disposition. Mais au début, vous allez être obligé de faire le vaccin qui sera choisi par nos experts. Et je crains que le vaccin devienne obligatoire. Il y a plusieurs bruits qui commencent il y a beaucoup de bruits qu'on entend comme ça, aussi bien en France qu'ailleurs. On a entendu en Israël, mais on l'entend en France, on l'entend en Amérique. Je crains que nous soyons tous obligés d'y passer, et je sais pas. Voilà. Donc, on verra ça pour le plus tard. Je suis pas devin, on ne sait pas. Alors, autre chose dont je voulais vous parler. Donc là, on a fini avec les vaccins. J'espère que vous avez compris. C'est un peu rude, les vaccins. C'est pas facile, hein. Mais bon. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que vous avez saisi. Bon. Alors, on va passer à autre chose maintenant, parce qu'il nous reste quelques minutes. Le tabac. Vous savez que le tabac, encore aujourd'hui, il y a une question qui est passée sur le groupe, le tabac. Je fume depuis 25 ans, j'ai le Covid, je suis angoissé. Alors, est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça fait du mal? Tout a été dit et son contraire dans le tabac. Eh bien,
au final, une méta-analyse qui met en terme de multiples travaux sur 47 études avec 32 900 patients hospitalisés montre que malheureusement, le tabac est mauvais. C'est un facteur de risque pour le Covid. Donc, si vous fumez, c'est pas excellent si vous avez le Covid. À un moment, on disait, c'est protecteur, envoyer les gens de réanimation avec des patchs de nicotine et tout ça. Eh ben non. Il a fallu du temps et plusieurs études, 47 études, pour se rendre compte que le vaccin, c'est pas le top, que le tabac, c'est pas le top. Bon, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, stop ou encore, on arrête. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'Olumiant. L'Olumiant, c'est un médicament qui est très connu, qui est utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde active. Donc c'est un médicament qui est une espèce d'anti-inflammatoire, anti-immunitaire, et c'est le baricitinib. C'est un peu comme l'autre qu'on avait à un moment, le tocilizumab. Et ben là aussi, de grands espoirs sont en train de naître sur ce médicament. Vous savez on est avec maintenant le principe du Covid, comme on n'a plus le temps de faire des recherches pour un médicament nouveau, on essaye de réutiliser les anciens et de voir si ça marche pas. Donc là, on a utilisé cette famille de produits et donc ce produit-là, il semble donner quelques espoirs. Donc c'est le laboratoire Lilly, grand laboratoire américain qui le commercialise. Ils sont assez optimistes avec des résultats qui semblent améliorer la survie. C'est pour les formes graves, bien sûr. Il n'est pas question de traiter les gens à domicile avec ce produit. Mais là aussi, on a toujours peur que ça fasse pchit, comme disait notre président Chirac, parce qu'il y en a beaucoup de produits pour qui on avait de grands espoirs et qui ont fait pchit par la suite. Donc souvenez-vous de ce nom, si jamais Olumiant, le baricitinib, mais voilà, je vous le dis parce que quand il y a un nouveau produit, il faut toujours le citer, on ne sait jamais. Voilà. Alors, autre chose dont je voulais parler, c'est quelque chose qui rejoint la fatigue du départ. Vous savez, je vous ai parlé que les gens sont très fatigués après le truc. Il faut savoir aussi qu'il y a une grande affection de la santé mentale. La santé mentale, aujourd'hui, je vous en ai parlé la dernière fois, les études se multiplient. Et là, il y a une étude qui a été faite sur des jeunes. Vous savez, les jeunes, c'est la Harvard Medical School of Boston. Vous connaissez cette fameuse université d'Harvard à Boston, qui est une des plus éminentes dans le monde. Et ils ont mené une enquête en ligne auprès de jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, en 4 vagues. En mai, il y avait 2300 participants, en juin 1600, en août 2900, en octobre 2050, pour évaluer leur psyché, en fait. Ils leur posaient des questions. Vous savez qu'il y a des échelles d'études, comme pour tout à l'heure, pour la fatigue, en dépression, il y a aussi des échelles. Et on les questionnait sur voir s'ils avaient des signes ou non de dépression, pour voir si effectivement leur santé mentale était meilleure. Et qu'est-ce que s'est aperçu? On s'est aperçu que alors, 47%, je n'y croyais pas, c'est pour ça que je suis reparti vérifier, 47,3% de ces jeunes signalent au moins un symptôme dépressif modéré en octobre. Aucune région du pays des États-Unis n'est épargnée. Le taux d'anxiété, l'augmentation du taux d'anxiété a été augmentée. Le taux de pensée de mort ou de suicide en mai était de 32%, près de 10 fois plus élevé que les résultats historiques. Pour vous dire que n'oubliez pas, quand vous êtes à la maison, n'oubliez pas, si vous avez des jeunes et des enfants autour de vous, ce sont des éponges. Ils prennent toutes vos angoisses. Essayez de changer d'ambiance dans les maisons. Arrêtez de parler du Covid, de voir la télé, de vous stresser, de stresser. Si vous êtes stressé, ne transmettez pas vos stress à vos enfants. Ni aux petits qui sont angoissés, ni aux grands. Moi, j'ai des patients qui me disent, mon petit de 4 ans, il me dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Combien de morts? Mais quoi, combien de morts? Les gosses, ils n'ont pas à savoir ça. C'est pas leur truc, il faut leur laisser dans leur jouet. Et les jeunes, il faut leur laisser dans leur vie. Donc, faites attention à la santé mentale de vos jeunes. Et enfin, pour terminer, donc ça c'était une petite alerte, hein, on aime bien alerter, nous, dans ce truc, on est des lanceurs d'alerte.
le panier de la ménagère. Alors, tout le monde rigole, le panier de la ménagère, le panier de la ménagère. Comment vous lavez les fruits et les légumes pendant la pandémie? C'est une question qui a été posée des milliers de fois. Au début, en mars, on l'a posée. Maintenant, on la pose plus parce que les gens sont censés savoir. Eh ben, vous lavez les fruits et les légumes de la même façon que vous le feriez en toute autre circonstance, sauf que, avant de les manipuler, lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Puis, lavez soigneusement les fruits et les légumes avec de l'eau propre, surtout si vous les mangez crus. Donc en fait, vous pouvez manger ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. La seule chose, avant de les manipuler, lavez-vous bien les mains, ou avec du gel hydroalcoolique, ou avec de l'eau et du savon, c'est préférable. Vous passez vos légumes et vos fruits, surtout les mangés secs, bien rincés à l'eau propre, et puis c'est bon. Il n'y aura pas de virus, c'est pour pas mettre de javel dessus, de fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'on fait des emballages? Les emballages de vos aliments, qu'est-ce qu'il faut en faire? Le virus sur l'emballage, il va pas, pour qu'il se développe le virus, il faut un être humain, il faut un animal. Sur du carton, il va pas se développer, il va rester de manière inerte. Donc, il n'est pas nécessaire de désinfecter les emballages et les aliments. Vous lavez bien les mains, vous prenez votre emballage, vous l'enlevez, vous relavez bien les mains et vous prenez ce qu'il y a dedans. Il faut pas désinfecter l'emballage. Ça sert à rien. Vous lavez les mains, vous enlevez l'emballage, une fois qu'il est parti à la poubelle, vous relavez bien les mains et vous prenez ce qu'il y a dedans. C'est simple, mais c'est bien de le redire. Est-ce que le virus de la Covid est transmissible par la consommation d'aliments cuits? À l'heure actuelle, rien ne prouve que le Covid peut être transmis par des aliments. Le virus peut être détruit à des températures semblables à celles à laquelle sont détruits d'autres virus ou bactéries connus présents dans les aliments. Les aliments comme la viande, la volaille et les œufs doivent toujours être bien cuits à une température d'au moins 70 degrés. Donc, si vous avez des aliments que vous devez cuire, vous pouvez les cuire et vous pouvez les manger. Une fois qu'ils sont cuits, les virus sont morts. Voilà. Peut-on se rendre sans risque dans les épiceries et autres magasins d'alimentation? Si vous prenez les précautions d'usage, c'est-à-dire les distanciations, si vous avez un masque, si vous avez du gel, vous pouvez aller où vous voulez. Il n'y a pas seulement dans les épiceries et les magasins d'alimentation, vous allez où vous voulez. Est-ce qu'on peut se faire livrer les courses? Bien sûr, vous pouvez vous livrer les courses, même si le livreur, lui, il n'a pas suivi les règles d'hygiène. Vous faites comme avec l'emballage. C'est-à-dire, vous lavez les mains, vous prenez le sac de livraison, vous l'ouvrez, vous le jetez, vous lavez les mains et vous utilisez ce qu'il y a dedans. C'est tout. Donc vous pouvez vous faire livrer des repas, c'est évident. Allez chez Shinzo ce soir, commandez chez Shinzo, ils vont vous livrer et vous pourrez. D'ailleurs, il y a plein de restaurants maintenant qui font ça. J'ai vu qu'il y avait Vicky qui livre dans le 17e, le Rendez-vous qui livre. Il y a plein de restaurants qui livrent. Maintenant, il y a de partout des restaurants qui livrent. Donc, vous avez la Yosa, comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle à côté de la maison, mais enfin, qui livre. Tous les restaurants livrent. Donc, vous pouvez commander où vous voulez. Vous pouvez commander, il n'y a pas de problème. Quel est le meilleur désinfectant de surface? Les produits ménagers, quand vous n'avez pas de Covid à la maison, vous utilisez vos produits ménagers habituels. Quand vous n'avez pas de Covid à la maison, je vous le répète, vous utilisez les produits ménagers normaux. Si vous avez un Covid positif à la maison, à ce moment-là, vous devez nettoyer, faire votre ménage avec des produits soit à base de javel, soit à base d'éthanol, c'est-à-dire d'alcool, avec au moins 70%. Yosa, ouais, c'est Nina Kobi qui me dit c'est Yosa, qui est la pizzeria du 17e, avenue de Wagram, qui se livre aussi. Voilà. Donc, si vous avez un Covid positif, utilisez un produit à base de javel ou à base d'alcool à 70 degrés. Et enfin, pour terminer, une question qui revient très 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 souvent, et je voulais terminer par ça, puisqu'il est 20h. Est-ce que manger de l'ail peut empêcher de contracter du virus? Non.
vous allez avoir une mauvaise haleine, vous allez sentir mal, mais le fait d'avoir une mauvaise haleine ne rejette pas le virus. Ça n'empêchera pas de rentrer par votre nez. Donc, si vous mangez de l'ail, vous allez avoir une mauvaise haleine, vous allez embêter toute la famille, votre conjoint surtout, mais vous ne serez pas immunisé du virus. Donc, mangez de l'ail si ça vous fait plaisir, c'est très bon pour la santé, mais ça ne vous empêchera pas d'être malade. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous souhaite une très très bonne santé, et je vous dis, comme d'habitude, ensemble nous sommes plus forts.